Bonjour, bienvenue sur Le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expériences des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dac, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. En parallèle de ce podcast, et également sous le nom de Leçon de Victoire, HLX propose une offre de modules d'auto-coaching audio-guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle. Rendez-vous sur le site leçondevictoire, toutattaché.com pour voir en détail comment nous aidons les femmes à dépasser les difficultés qu'elles rencontrent au travail et à se réaliser pleinement. Ça, c'était nous. Et vous qui écoutez le podcast Leçon de Victoire, vous avez un rôle très important si vous aimez ce que vous entendez, celui de faire rayonner ce podcast. Parlez du podcast Leçon de Victoire autour de vous. Commentez et notez cet épisode avec les fameuses 5 étoiles qui permettent d'inspirer encore plus de femmes, de les guider dans leur évolution professionnelle, de leur signifier qu'elles ne sont pas seules à rencontrer des difficultés dans leur carrière de femme et de leur soumettre des comportements inspirants. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Je pense que le sport collectif devrait être obligatoire, en tout cas au lycée pour tous et notamment pour les filles, pour apprendre à vraiment travailler en équipe. De réfléchir à comment on doit manager des équipes en étant inclusif. Ça, c'est un sujet, en tout cas aujourd'hui, qui m'anime beaucoup. Parce que la diversité, c'est bien de faire venir des gens et de dire soyez vous-même, quelle que soit votre sexualité, votre identité de genre, votre situation ou pas handicapée. Mais la grande différence, c'est comment on manage toutes ces différences. Margaret fait partie des invitées audacieuses qui ont accepté notre invitation avant même que le podcast soit sorti. Je prends un instant pour la remercier de sa confiance. Il faut des femmes comme elle pour permettre au projet un peu décalé de se lancer. Et après l'avoir interviewée, je réalise que ce n'est pas étonnant de sa part. En effet, Margaret défend des causes comme la parité, la mixité, la diversité au travail. Donc le sujet du podcast n'était pas tout à fait surprenant pour elle. Et vous verrez que quand Margaret s'engage, ce n'est pas à la légère et de manière superficielle. Elle y met du cœur et de la voix. Margaret Johnston-Clark dirige l'équipe diversité et inclusion pour L'Oréal. Cette franco-américaine, maman de 3 garçons, travaille depuis 27 ans sur le sujet de RSE, de mécénat, de diversité et d'inclusion. Elle a une solide expérience en communication, que ce soit sur des produits, des marques et des sujets institutionnels. Ayant goûté à l'engagement associatif dès l'université aux États-Unis, elle ne peut imaginer qu'un travail utile. C'est ce qui a guidé son parcours professionnel, d'abord dans une fondation pour l'insertion par l'emploi, puis chez LVMH, avant L'Oréal. Notre échange que vous allez entendre a été riche en enseignements. Margaret travaillant sur des sujets de parité et de mixité, elle partage à la fois des retours d'expérience personnelle et des projets qu'elle mène sur ces sujets. Nous avons parlé des soutiens de sa carrière, que ce soit des sponsors de projets ou des inspirations de femmes faisant bouger les lignes, et de l'acceptation des différences pour en faire une force. Ce qui m'a particulièrement marqué chez Margaret, c'est que ses convictions et son engagement dirigent ses choix de projets à porter et les stratégies qu'elle met en place. Elle va bien au-delà du conseil qui consiste à recommander à chacun de bien se connaître pour trouver sa place, souvent évoquée. J'ai cherché à comprendre comment et sur quelles compétences elle s'appuie pour convaincre et embarquer les équipes, les managers et parfois même le groupe L'Oréal dans les projets qu'elle porte. Nous avons également parlé des obstacles qu'elle a rencontrés sur sa trajectoire professionnelle et comment elle les gérait.
Naturellement, nous nous sommes orientés vers un échange sur la future place des femmes dans cet univers professionnel qui a été construit sur des codes masculins. C'est donc une conversation avec une femme pleine de conviction et qui fait elle-même bouger les lignes que je vous propose à présent d'écouter. Bonjour. Bonjour Margaret. Alors, première question de cette interview, on repart en enfance. Qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier plus tard ? En tout cas, l'adolescence, l'enfance, je sais pas, j'ai dû vouloir faire plein de choses. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'était adolescence, je voulais vraiment faire partie du corps de paix. Donc, moi, je suis partie à l'université, étant certaine qu'après, je rejoindrais le corps de paix. Ce que je n'ai pas fait. Et aujourd'hui, quand on fait le tour des tables d'un participant d'une réunion où vous connaissez personne, arrive votre tour, comment est-ce que vous vous présentez ? Dans le cadre professionnel, je me présente par le rôle que j'occupe actuellement, parfois par ma double culture, ma double nationalité, et si c'est approprié, par le fait que je suis mère de 3 garçons. Mais professionnellement en France, ça se fait pas trop. Donc si vous le faisiez maintenant, ça ferait quoi là ? Bonjour, je suis Margaret Johnston-Clark, je dirige le département diversité et inclusion pour le groupe L'Oréal. Ça fait plusieurs années que je suis engagée sur ce sujet et je suis une femme accomplie avec 3 beaux garçons. Mais c'est vrai que ça c'est un sujet qui est plus propice, surtout dans des contextes internationaux. En France, on parle rarement de sa vie personnelle en tant que femme, dans un contexte professionnel. Vous sentez que ça gêne ? Oui, les gens comprennent pas du tout. Par exemple, dans une bio, très rarement on fait référence à son partenaire ou à ses enfants si on a des enfants. Voire pas du tout. Ok. Votre objectif professionnel aujourd'hui ? Mon objectif professionnel, c'est... j'ai la chance de travailler dans un grand groupe qui est vraiment convaincu que la diversité et l'inclusion, c'est une force. Donc, j'utilise un peu comme un laboratoire où je peux tester différents programmes, puis les déployer dans les filiales, et puis surtout après participer à des plaidoyers ou des choses pour faire bouger un peu les lignes à l'extérieur de l'entreprise. Je crois beaucoup aux coalitions d'entreprises et aussi à travailler avec d'autres entreprises, d'autres entités pour faire bouger les lignes sur tous ces sujets d'égalité, d'équité, d'inclusion. C'est quoi vos différents sujets justement de mixité, d'équité ? Nous, on travaille auprès de nos collaborateurs, mais aussi de nos consommateurs et puis des communautés où nous sommes basés en tant qu'entreprise. Donc ça veut dire le milieu associatif, voilà, où on peut s'impliquer. Pour les collaborateurs, c'est répondre à un certain nombre, mettre en pratique des valeurs et des principes qu'on a d'ordre éthique, droit humain, mais aussi diversité et inclusion. Donc s'assurer par exemple que qu'il ne doit pas y avoir d'écart de salaire entre les femmes et les hommes au même niveau, mais qu'on moniteur de près pour être sûr que s'il y avait un écart dans un pays ou dans une filiale, on puisse le réduire à néant. S'assurer par exemple que des femmes occupent des postes de leadership, donc en les accompagnant, en les encourageant et aussi en les promouvant dans ces fonctions. Donc il y a une démarche très proactive, mais aussi autour des personnes en situation de handicap. Et travailler beaucoup, moi j'ai beaucoup travaillé sur le fait de déclarer son handicap invisible. Donc ça c'est des sujets le grand public commence à être plus sensibilisé sur tout ce qui est santé mentale, mais de pouvoir en parler, donc d'offrir un lieu inclusif pour que les collaborateurs puissent le faire. Mais par exemple pour nos consommatrices, s'assurer que sur nos sites de nos différentes marques de beauté, on puisse proposer des contenus accessibles d'un point de vue digital pour des personnes malvoyantes, malentendantes et ainsi de suite. Donc créer des tutos par exemple ou permettre à des personnes d'acheter, de consommer ou de voir différentes vidéos. Sur la partie la partie sur l'origine multiculturelle et socio-économique, ça diffère d'un pays à l'autre. Donc il n'y a pas un modèle qui, pour des raisons législatives, on n'arrive pas toujours à être aussi proactif qu'on le souhaiterait, et on est en train de travailler dessus d'ailleurs pour s'assurer qu'il y ait vraiment une démarche pour qu'on puisse justement avoir un véritable environnement inclusif pour pouvoir accueillir des personnes de toutes origines et toutes cultures, tout en étant véritablement inclusif.
Donc au Brésil, en Afrique du Sud, aux États-Unis, c'est très facile de monitorer cette diversité. Dans beaucoup d'autres pays, c'est plus compliqué. Donc on est en train de réfléchir de comment on peut le faire parce que c'est une attente forte de nos collaborateurs. C'est quoi le sujet parmi ceux sur lesquels vous travaillez qui vous tient éveillé la nuit ou qui vous permet de vous lever d'un bond le matin? Je pense que tous ces sujets sont tellement différents, mais c'est le fait de prendre en compte la différence, d'accepter la différence et de pouvoir en faire quelque chose de vraiment positif. Donc, je pense que de réfléchir à comment on doit manager des équipes en étant inclusif, ça c'est un sujet, en tout cas aujourd'hui, qui m'anime beaucoup. Parce que la diversité, c'est bien de faire venir des gens et de dire soyez vous-même, quelle que soit votre sexualité, votre identité de genre, votre situation ou pas handicapée. Mais la grande différence, c'est comment on manage toutes ces différences. Et comment on le fait sans étant offensif, sans étant paternaliste. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'aujourd'hui, très concrètement, on l'a pas encore intégré dans tous nos modules de formation à des postes de leadership, et on est en train de le faire. Donc ça m'anime. Est-ce que vous avez un rôle modèle? Oui, certainement, j'en ai plusieurs, mais ma mère était un rôle modèle pour moi très importante. Alors je sais que ça c'est assez classique. Ma mère a disparu il y a 20 ans, donc elle m'a peu connue en tant que femme dans le cadre professionnel, mais pas tellement par rapport à ce qu'elle avait réussi sur un plan professionnel, mais par rapport à cet équilibre entre justement ses engagements, ses convictions, mais aussi être être notre mère. Je pense que ça a été pour moi très inspirant. C'est beau. Vous en avez un autre ou une autre rôle modèle aujourd'hui, peut-être dans votre entourage proche, professionnel ou personnel? En fait, c'est marrant. Je suis inspirée par certains propos que des femmes, que ce soit des femmes qui ont eu une carrière politique ou de comédiens qui peuvent être très engagés, ou des femmes qui ont dédié toute leur vie à cette cause, comme une Gloria Steinem. Ça m'anime parce que je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir faire bouger les lignes à ce niveau-là. Mais je dois avouer que je sais pas une personne en particulier. Très bien. Est-ce que vous avez une alliée? C'est qui votre meilleur allié? Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs alliés. Et ça, c'est très important. J'ai des alliés dans ma vie perso. Le premier allié, c'est mon mari. Je pense que je pourrais pas avoir fait ce que j'ai fait sans mon mari. Donc par rapport à justement au partage des tâches, par rapport au temps consacré au travail. Donc je crois que ça c'est mon premier allié. Et après au travail, j'ai un certain nombre de nos dirigeants qui sont hommes, qui ont été mes alliés parce qu'ils ont cru en moi, ils m'ont permis, et puis ils ont su me mettre en avant sur certaines causes, comme par exemple les violences conjugales, sujet complètement tabou il y a quelques années en entreprise, que j'ai pu mener, et j'ai eu la validation de mon PDG par exemple. Quand plusieurs personnes en interne m'avaient découragé vivement en disant qu'il s'agissait d'un sujet personnel, pas personnel mais privé, et que c'était pas le rôle de l'entreprise. Donc j'ai certainement dû réussir à convaincre, mais en même temps il m'a écouté, il m'a donné cette opportunité. Si on revient sur votre parcours professionnel, est-ce que vous pourriez me raconter la réussite professionnelle dont vous êtes le plus fier? Alors c'est marrant parce que moi j'ai réagi et j'ai changé beaucoup de métier. Je pense que le fait d'être passé côté faire de la communication, ça a été une deuxième partie de ma vie, et ça m'a permis de bien comprendre comment fonctionnait l'entreprise. J'ai fait beaucoup de lancements produits, j'ai fait beaucoup d'événementiels, j'ai travaillé avec les équipes de recherche, du marketing, des opérations. Donc ça m'a vraiment permis de bien comprendre notamment comment ça fonctionnait chez L'Oréal, mais j'ai fait la même chose chez LVMH. Et c'est ça qui a été probablement le plus bénéfique pour ensuite pouvoir convaincre et emmener des collaborateurs et des dirigeants à prendre des décisions en matière de responsabilité sociétale ou de diversité et d'inclusion.
Vous avez un projet en particulier dont vous êtes la plus fière? J'ai pas un projet, mais il y a un projet que j'ai vraiment, dont je suis très fière, c'est quand j'ai travaillé en tant que directrice de la communication et de l'image pour une des marques du groupe L'Oréal, j'ai créé un programme de soutien auprès des espaces amis des enfants dans des camps de réfugiés avec l'UNICEF. C'était à l'époque de la jungle de Calais. C'était un sujet très touchy en France en 2015. On était la deuxième plus grosse marque du groupe L'Oréal. On voulait s'affirmer et démontrer notre engagement auprès des familles, auprès du lien social, et avoir un engagement un peu activiste, on va dire. Et là aussi, ça m'a paru être un sujet évident et formidable, et ça m'a permis aussi d'aller en Jordanie voir le camp de Zaatari. Et de voir à quel point on avait un rôle à jouer là en tant que sur un plan financier, mais aussi et puis le retour des collaborateurs de la marque qui ont la fierté et le sens que ça a pu apporter de travailler sur un sujet qui à l'époque était très compliqué autour des réfugiés en France, en tout cas très compliqué parce que pas nécessairement toujours bien compris. Qu'est-ce qui vous a permis d'aller jusqu'au bout de ce projet-là et de permettre de le mettre en lumière? Là encore, je pense le soutien de mon PDG. On était peu à y croire, et j'ai réussi à embarquer mon directeur général aussi de la marque. Donc, oui, je pense que quand je suis convaincue, j'ai non seulement beaucoup d'énergie, mais de passion, mais aussi j'arrive en effet à convaincre. Et c'était super, c'était vraiment chouette. C'est quelque chose que vous avez toujours fait quand vous remontez dans votre jeunesse, cette force de conviction? Oui, je l'ai fait, mais je sais pas si je dirais dans la jeunesse, mon adolescence, ça, j'ai participé à des activités périscolaires, mais je me suis découvert vraiment à l'université. Je me suis découvert à l'université parce que j'étais dans un lieu magique où justement j'ai fait mes études aux États-Unis sur un campus où j'ai fait des lettres modernes, mais il y avait beaucoup de disciplines qui étaient enseignées. Il y avait justement des activités parascolaires très conséquentes, très importantes, très engageantes aussi, engageantes en termes par rapport à la société, par rapport aux questions qui se posaient à l'époque, en tout cas aux États-Unis, mais aussi bien sur l'écologie que sur les droits humains, que sur les droits des animaux, enfin vraiment sur tous les sujets possibles et inimaginables. Et je pense que ça, pour moi, ça a été vraiment une vraie ouverture. Je l'avais appris à la maison, de par les engagements de mes deux parents, mais ça a été aussi un vrai déclic à ce moment-là. Et après, je l'ai toujours mis en pratique et j'ai toujours choisi mes activités professionnelles, mes métiers, mes opportunités en fonction de ça. Si je reviens sur votre projet, votre réussite que vous avez cité, est-ce que le fait d'être une femme a été un atout ou un obstacle dans cette réussite? Ou est-ce que ça n'a pas du tout joué un rôle particulier? Je pense pas que c'est jouer un rôle. Je pense que ce qui est certain, c'est que dans toute prise de décision, quand on doit convaincre d'autres personnes, là, objectivement, aujourd'hui, je dois dire, j'avais en tout cas le sentiment qu'il fallait que je me surpasse, que j'apprenne à prendre la parole, à parler avec une voix qui porte davantage, à être plus succincte, à prendre des codes pour être sûre que je pouvais capter l'attention de mes interlocuteurs, qui étaient principalement des hommes, et rester sur un sujet-verbe complément très sharp. Ce qui est pas très éloigné de ma culture, comme je vous ai dit, je suis moitié américaine, donc c'est pas complètement, j'allais pas épiloguer, mais et c'est l'avantage d'avoir occupé un poste de communication dans différentes affaires, dans différentes entités business, c'est que je pouvais emprunter ces codes-là pour me faire écouter. Mais je pense que pour moi, un des plus grands challenges, ça a été de savoir poser ma voix, en fait. Vous l'avez appris comment? Alors, je l'ai appris parce que on m'a dit à un moment donné qu'il fallait que je parle plus fort, et ça m'a tellement heurté qu'en fait ma voix est encore plus tombée. Donc j'ai vraiment fait un effort, et j'ai même carrément suivi un cours sur ça.
comment m'assumer sans être prise par l'émotion, par le trac. Et est-ce que au cours de votre carrière, vous avez rencontré des difficultés particulières liées au fait que vous êtes une femme? Alors, au-delà de ça, je pense que une des difficultés, ça a été d'assumer, les 3 fois, ça a été d'annoncer ma grossesse, en fait, parce que à chaque fois, je travaille pour des hommes. Je pense que j'anticipais tellement et j'étais à chaque fois un petit peu gênée de devoir expliquer que j'allais devoir partir pendant tant de temps, comment. Donc, je me préoccupais tellement et j'anticipais tellement une réaction qui très souvent a été plutôt très positive. On ne m'a jamais critiqué d'avoir un enfant ou d'être enceinte, mais c'est moi qui me suis mis cette pression. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui je le referais. Enfin, c'est-à-dire que je sais pas si c'est moi qui, avec l'âge, l'assumerais de mieux en mieux si j'avais eu d'autres enfants, ou si simplement aujourd'hui c'est plus acceptable qu'une femme puisse allier les deux et souhaite revenir et souhaite évoluer tout en étant maman. Pour la 3e fois, c'était pas plus simple que pour la première fois pour vous? Non, parce que je travaillais dans une autre entreprise pour le 3e et c'était quand même il y avait pas beaucoup de femmes dirigeantes. Et donc l'idée de revenir après un arrêt en plus un peu plus conséquent pour le 3e, j'étais tout aussi gênée, enfin tout aussi mal à l'aise. Sur quoi vous aviez trouvé des ressources pour aller l'annoncer, aller l'expliquer? Il y a une fenêtre de tir assez quand même limitée, c'est-à-dire qu'une fois que c'est bon, c'est fait. Il vaut mieux en plus, moi en l'occurrence, j'ai eu ça. Il fallait aussi que je gère ma grossesse elle-même. Donc j'ai été assez malade, pas aux 3, mais il y en a eu 2 des 3 ont été très difficiles. Donc je savais que ça allait être un soulagement une fois que c'était dit. Donc j'y suis allée avec un grand trac et c'est ça qui m'a motivée. Mais aussi il y avait une question de timing. Donc il fallait trouver le moment et opportun pour l'annoncer. Et après, en effet, les 3 fois, ça s'est très bien passé. Donc l'urgence et le courage. Ouais, l'urgence et le courage et pas trop penser, ne pas trop analyser, même si c'était mon défaut. Est-ce que vous avez été confronté à des comportements sexistes au cours de votre carrière? Oui. J'ai eu des comportements sexistes oui, tout à fait. C'était pas par rapport à ma tenue, c'était pas par rapport non plus vraiment à mon physique, mais c'était très souvent des termes comme mon petit ou des termes qui se voulaient, je pense, sympathiques, mais qui étaient complètement déplacés dans le cadre d'une réunion professionnelle. Et donc, qui donnaient ce sentiment d'être dégradé, en fait, ou pas respecté. Et dans ce cas-là, vous vous souvenez comment vous avez réagi sur le coup? Alors, en l'occurrence, là, la première fois qu'on m'a dit ça, ça m'a glacée, dans le sens où j'ai pas eu une réaction immédiate parce que j'ai eu du mal à l'enregistrer et je savais pas comment réagir. Depuis, j'ai pas mal de réparties, donc je le fais souvent par l'humour, hein, mais je laisse plus rien passer en fait. Donc pas de manière psychorigide mais je pense que c'est important de l'identifier, de bien faire comprendre que ces micro-agressions qui sont complètement rentrées dans le langage ne sont pas acceptables. Et ça demande du courage. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je me force à faire. Parce que c'est inacceptable. Est-ce que vous connaissez la part de femmes qui occupent vos postes ou votre niveau hiérarchique? Alors, chez L'Oréal, on est plus de 50% de femmes leaders. Donc on a quand même, on est très représentés. Après, au niveau du COMEX, qui est le niveau au-dessus, évidemment, que le mien, on est un tiers de femmes. Mais je suis pas en minorité au niveau de notre leadership. Après, parmi mes pairs au niveau de la diversité et de l'inclusion, je connais pas les statistiques de genre, je sais pas. Mais il y a beaucoup de femmes. Parce qu'on est sur des sujets de RSE, donc et on a tendance, un petit peu comme les sujets de communication ou de RH, il y a toujours plus de femmes.
Vous arrivez à comprendre pourquoi, c'était un peu ma question d'après, pourquoi est-ce que les femmes sont plus nombreuses ou dirigées ou se dirigent vers des sujets de com ou de RSE? Alors, je pense qu'il y a deux raisons. Je pense qu'une première raison, c'est que beaucoup de femmes, alors je parle pas des sujets de RSE parce que c'est peut-être plus récent, mais des sujets qui tournent autour de l'humain, de l'affect, de la créativité. Très souvent, les jeunes filles post-bac sont orientées plus vers ces sujets-là. Et on le voit, moi j'ai dirigé un programme sur les femmes et la science, que L'Oréal a créé il y a 25 ans avec l'UNESCO. On sait très bien que beaucoup de jeunes femmes qui réussissent d'ailleurs beaucoup mieux que les garçons au lycée dans les études, enfin dans les matières scientifiques ou technologiques, sont orientées à cause des stéréotypes, à cause d'un entourage pas toujours très bienveillant, vers des matières éventuellement sciences de la vie, médecine, parce qu'il y a tout ce côté de care, on s'occupe de l'autre, côté maternel. Mais sinon, elles sont orientées très souvent vers des écoles de commerce pour faire du marketing, de la communication. Donc, je sais pas si c'est toujours un premier choix ou si c'est juste culturel. Je pense pas que les femmes s'intéressent plus aux humains que les hommes. En tout cas, j'espère que c'est pas le cas. Et certainement sur nos sujets de RSE, de diversité, d'inclusion, j'espère que c'est un sujet qui touche autant les hommes que les femmes. Enfin, ça devrait pas être du tout genré. Mais aujourd'hui, c'est clairement, il y a plus de femmes que d'hommes, c'est clair. Est-ce que vous, au quotidien, dans votre quotidien professionnel, vous avez l'impression de favoriser l'inclusion, la diversité, l'équité? C'est quelque chose auquel moi j'attache beaucoup d'importance, oui. Alors je pense que c'est aussi parce que je suis biculturelle. C'est-à-dire que le fait d'avoir jamais été 100% française ou 100% américaine et toujours être un peu de l'extérieur, et à chaque fois on me l'a fait remarquer, ah mais oui mais t'es pas... Alors je vote pourtant dans les deux pays, j'ai vécu dans les deux pays, j'avais un parent de chaque pays. Donc ce fait d'être jamais complètement 100% adhérente à une cause ou à une nationalité, on va dire là dans ce cas-là, ça m'a permis je pense à toujours faire très attention à le mettre en pratique. Après, on a tous des biais inconscients, donc évidemment que je dois faire des erreurs terribles, mais j'essaye vraiment de faire un effort consciencieux pour éviter tout ce qui est inconscient. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris récemment ou vous avez réalisé récemment et vous vous êtes dit, si je l'avais su plus tôt, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça m'aurait bien aidé? Je sais pas si je vais répondre complètement à votre question, mais j'ai découvert récemment, j'ai mis en place des groupes de parole en interne au siège parce que j'ai ressenti une attente forte de certains collaborateurs de parler des événements de fin mai, juin aux États-Unis. Même ici où il y avait d'ailleurs pas d'Américains dans la salle, mais il y avait des gens de toute nationalité, de toute couleur de peau. Et je parle de Black Lives Matter et de comment on réagit en tant que groupe, comment on réagit par rapport à nos consommateurs. Donc ça a été toute une série d'échanges que j'ai organisés pour écouter, pas pour leur expliquer ce qu'on faisait, mais justement dans une posture vraiment d'écoute. Et ce terme de microagression et de racisme au quotidien, je pense que c'est une erreur de pas l'avoir mis dès le démarrage comme un focus sur toutes nos formations. Ça, c'est quelque chose, par exemple, où j'en suis très consciencieux. Enfin, je pense être vraiment, très très au courant de l'impact que ça a pu avoir, comme au niveau du sexisme dont on vient de parler. Mais ça n'a jamais été vraiment un module à part entière dans le cadre de notre formation, de nos séances de sensibilisation sur la diversité et l'inclusion. Donc ça, par exemple, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on aurait dû le faire depuis 15 ans, depuis 20 ans. Et on s'est beaucoup focalisé sur faire connaître c'est quoi la diversité, c'est quoi l'inclusion, c'est quoi les biais inconscients, mais pas suffisamment sur les microagressions. Est-ce qu'il y a des conseils que vous donneriez à une jeune femme qui rentre sur le marché du travail aujourd'hui? Oui, le conseil que je donnerais, c'est
c'est une fois qu'on a compris les codes de l'entreprise ou de l'association ou de l'entité dans laquelle on va démarrer sa carrière. Je pense que c'est très important de rester soi-même. C'est-à-dire que tous ces codes qui sont quand même des codes très masculins dans nos organisations, ils sont en train de changer parce que justement, la parole s'est quand même un peu libérée, heureusement, depuis quelques années. Donc, les femmes, comme des personnes de différentes origines, qui sont pas toutes avec la même éducation, les mêmes repères, les mêmes références. Il faut savoir trouver sa place, trouver sa voix et pouvoir l'exprimer. Je pense que ça c'est très important et pas réagir seul contre tous ou au contraire c'est quelque chose de collectif. Je pense que le sport collectif devrait être obligatoire avant en tout cas au lycée pour tous et notamment pour les filles, pour apprendre à vraiment travailler en équipe. Et donc je pense qu'en entreprise, ça c'est une des clés, c'est comment on peut bosser ensemble, savoir. Alors on parle de réseau, beaucoup les réseaux, mais ça revient à la même chose, c'est comment on travaille en collectif, mais tout en restant soi-même et pas en devenant ou pensant devenir que si on se métamorphose, ça va être mieux, plus fort. Vous parlez de sport, c'était ma question suivante sur comment est-ce que vous ressourcez, comment est-ce que vous tenez dans la durée? Alors, alors moi, je sais pas le sport. Ça devrait être le sport. Non, je sais pas vrai. Je fais du yoga. Je fais de la respiration parce que je suis justement, pour essayer de vraiment pouvoir me relâcher, faire ce fameux lâcher prise qu'on nous demande toujours de faire et qui est un peu difficile à faire. Moi, je me ressource avec ma famille. Donc, moi, dès que je pars du bureau, je retrouve mon mari, mes 3 garçons, mes passions. Je suis une grande cinéphile, j'adore lire, j'adore voir des expos. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, ça a été un petit peu plus compliqué de faire des choses collectives à l'extérieur, mais on peut le faire en interne en famille. Après, je me ressource avec mes amis aussi. Donc, ouais. Vous avez les yeux braqués toute la journée sur l'évolution de la société, alors dans votre organisation, mais aussi j'imagine à côté. Est-ce que vous êtes optimiste sur la façon dont la société évolue en ce qui concerne la place des femmes dans l'entreprise et les autres sujets de diversité et d'inclusion? Alors, je suis pas du tout optimiste de manière générale en ce moment, avec un certain nombre, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est très difficile de rester optimiste. Par contre, je pense qu'il y a bizarrement dans ce climat complètement inédit et assez dramatique, si on revient sur Black Lives Matter et le décès de George Floyd, ça fait quand même 13 ans que Black Lives Matter existait. Il a fallu attendre mai 2020 pour que ça devienne un sujet, et notamment dans des entreprises même pas basées aux États-Unis, certes qui ont une présence aux États-Unis, mais c'est-à-dire que toute ces échanges sur le racisme au quotidien, par exemple. Je parle pas des violences policières, je parle vraiment du racisme au quotidien parce que il y a eu cette discussion-là aussi, et en tant qu'entreprise, et nous, on l'a vu aussi la réaction de nos consommateurs sur l'attente et de savoir, et où ils nous posaient des questions en direct, voire même appelaient à boycotter certaines marques parce que pas suffisamment diversifiées au sein des équipes. Ça a été pour nous finalement une grande opportunité d'avoir des échanges et de se remettre en question de manière très humble en disant oui, on pensait vraiment bien faire, mais visiblement on ne fait pas suffisamment bien les choses, et donc ça a été un super wake up call. Enfin, ça a été vraiment donc je suis optimiste dans le sens où on a pu avoir ces discussions, et c'est des discussions courageuses et compliquées qu'on a eues en entreprise. Alors, je peux pas parler au nom de toutes les entreprises, mais en tout cas, chez nous, chez L'Oréal, c'est des discussions qu'on a vraiment eues, avec beaucoup de collaborateurs, avec tous ceux qui souhaitaient d'ailleurs, mais aussi avec nos dirigeants, et ça a été une grande remise en question. Donc ça, je trouve ça très positif, vu le contexte. Très bien. Votre prochain défi professionnel?
Mon prochain défi professionnel, je le connais pas encore parce que vu comment c'est impossible d'imaginer après-demain, la santé mentale était dans nos actions évidemment. Aujourd'hui, la santé mentale avec le confinement a été propulsée vraiment comme sujet absolument clé en entreprise et en société. Les violences conjugales ont triplé, je sais pas, en fait, j'ai absolument aucune idée. On a beaucoup parlé des violences faites aux enfants pendant le confinement, après avoir parlé des violences faites aux femmes. On peut imaginer. Donc, je sais pas encore quel va être mon prochain défi, mais je reste très informée et très impliquée pour essayer de le détecter, de trouver une solution, en tout cas à notre petit niveau en tant qu'entreprise. Et soit en le faisant seul, ou soit surtout en le faisant peut-être avec d'autres. Ces signes qui arrivent, comme L'Oréal, c'est une société qui s'appuie beaucoup sur l'écoute, sur des panels, sur des études. Là aussi, vous appuyez sur des groupes de personnes qui vous remontent des sujets. Est-ce que c'est la presse qui vous influence? Est-ce que c'est vos consommateurs qui vous posent des questions? C'est un mélange de tout. Je pense qu'il y a d'abord il y a nos collaborateurs, donc on les écoute parce ils viennent. On a presque près de 90 000 collaborateurs à travers le monde, donc ça c'est déjà un très bon vivier. Après nos consommateurs, on fait beaucoup d'écoute, mais aussi d'échange avec nos consommateurs. Et puis après, il y a différents stakeholders avec qui on échange. Donc on échange avec des ONG, comme évidemment, j'évoquais l'UNICEF, mais on travaille avec les Nations Unies, avec l'OIT, avec d'autres. Et puis après, bien entendu, les médias, bien sûr. On arrive à la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, dont vous vouliez parler? Il y a peut-être une chose, c'est que je pense que l'audace, on est dans il y a différentes formes de conseils qu'on peut donner à des femmes. Je pense que rester soi-même, c'est une chose, mais c'est pas toujours évident si on n'a pas de rôle modèle. Vous m'avez posé la question tout à l'heure des rôles modèles, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me projeter, par exemple, même dans ma société où il y a des femmes extraordinaires qui ont des postes de dirigeantes. Il y a personne en particulier qui va m'animer et à qui je veux ressembler exactement. Donc c'est un medley de plusieurs personnes. Je pense que c'est très important aussi de pas trop starifier ces postes-là, c'est-à-dire que c'est des femmes comme tout le monde en même temps. Et je pense que le côté être soi-même, si on est sportive, cuisinière et qu'on a un job dans une entreprise à responsabilité, qu'on est parent ou qu'on est juste compagne, je pense que c'est vraiment important d'être soi-même et d'arriver à allier tout ça. Parce qu'il faut qu'on change les codes. Il faut qu'on change vraiment ces codes qu'on a depuis des décennies de à quoi doit ressembler un leader. Donc je pense que mon seul conseil, c'est peut-être utiliser un peu d'audace, un peu de courage pour essayer de faire bouger les lignes, mais aussi d'être soi-même et de trouver un autre ton, une autre voix. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX, qui a également produit Talent Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site leçondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe.
Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.